Très bien. Bonjour à tous et à toutes. Écoutez, merci beaucoup d'être présents pour mon deuxième Facebook Live ACG. Pour le premier, vous vous en souvenez, en tout cas pour ceux qui étaient déjà présents, je vous avais expliqué dans quelles conditions on pouvait engager la responsabilité de l'État. Aujourd'hui, je vais aborder un tout autre thème qui concerne la défense des professionnels de santé, essentiellement devant le Conseil de l'Ordre. Pour vous en parler, je ne vais pas être seul, puisque c'est un champ d'activité assez large. J'ai avec moi Maître Francine Thomas, que je laisse se présenter. Bonjour à tous, donc je suis associée au sein du cabinet ACG. Donc, je suis associée de Maître Callot, j'exerce depuis 2012, mais précédemment j'étais juriste dans ce même cabinet. Je suis une publiciste comme Maître Callot, donc c'est-à-dire que je conseille et je représente les parties devant le juge administratif et plus généralement les juridictions administratives, mais je les assiste aussi devant les administrations. Et compte tenu que notre thème aujourd'hui est la défense des professionnels de santé, je les représente et je les assiste devant les conseils de l'ordre. Une partie significative de mon activité est tournée vers la défense des praticiens qui ont des diplômes étrangers européens et qui souhaitent exercer en France et qui rencontrent des difficultés à ce sujet puisque les pouvoirs publics, dès qu'ils sont saisis d'un dossier d'un candidat qui a un diplôme étrangers ou non français sont réticents à les autoriser et à exercer. Ce qui nécessite notre intervention ou mon intervention dans ces dossiers, d'où l'idée de participer avec Maître Callot à ce Facebook Live pour vous conseiller et répondre aux questions si vous en avez. Mais je pense que oui, nous avons vu que des questions arrivaient sur ce sujet pour qu'on puisse y répondre. Alors, quant à moi, Maître Thomas vous a expliqué dans quelles conditions elle intervenait pour les professionnels de santé. On s'est un peu réparti les compétences. Moi, j'interviens surtout lorsque les professionnels de santé sont poursuivis devant les chambres disciplinaires, lorsqu'ils sont poursuivis devant les sections des assurances sociales, lorsqu'ils ont une procédure devant... Excusez-moi, j'ai un petit message qui apparaît qui me gêne un petit peu. Merci. Et j'interviens également, excusez-moi, en matière de suspension du droit d'exercer la profession pour des motifs de santé. Si vous avez des questions à ce sujet, bien sûr, on pourra rentrer dans les détails. Donc, pour ceux qui sont déjà venus, vous connaissez le principe. Vous n'avez plus qu'à poser toutes les questions qui vous intéressent. Alors, dans notre domaine d'activité, bien sûr, s'il vous plaît, parce que sinon, on risque de ne pas avoir la réponse. Mais faites-vous plaisir, posez-nous les questions qui vous intéressent. On va s'efforcer d'y répondre en fonction de la répartition qu'on vous a présentée. Kelly, oui, Kelly est toujours là. Elle nous recopie les petites questions sur un papier. Alors, dois-je avoir la nationalité d'un État membre de l'Union européenne pour exercer en France? C'est pour toi. C'est pour toi. Non. Il n'est pas nécessaire d'avoir la nationalité d'un État membre pour demander pouvoir exercer en France. Cependant, il faut pouvoir être attaché et pour se prévaloir du droit européen, pouvoir se prévaloir du principe d'égalité aux droits des ressortissants européens. Donc, deux cas dans lesquels on peut se prévaloir de cette égalité, c'est lorsqu'on est membre de la famille d'un ressortissant de l'Union européenne qui aura circulé dans l'Union pour qu'on puisse se prévaloir des principes de reconnaissance de diplôme et d'exercice de la profession dans un autre État membre. Le deuxième cas dans lequel on peut se prévaloir de l'égalité de traitement, c'est lorsqu'on est titulaire d'un titre de long séjour. De la même façon, ce titre nous autorise à circuler dans l'Union européenne et par conséquent d'aller y travailler et pour y travailler, de faire reconnaître ses qualifications professionnelles, ses diplômes ou son expérience. Donc la nationalité n'est pas une condition pour pouvoir prétendre à une inscription à l'ordre ou à une autorisation d'exercice si nous n'avons pas de diplôme délivré par l'Union européenne. Une autre question. C'est une autre question. Comment attaquer un médecin devant le Conseil de l'Ordre? Bon, je vais répondre à celle-là. Alors après...
je vais vous dire, la plupart du temps, on les défend, les professionnels de santé, devant le Conseil de l'ordre, donc ça m'ennuie un peu de vous expliquer comment faire pour les attaquer. Bon, même si ça fait un peu partie de notre fonds de commerce en toute objectivité. Comment attaquer un médecin devant le Conseil de l'ordre? J'ai envie de vous dire, malheureusement, c'est assez facile. Je dis malheureusement parce que vous avez certaines personnes qui n'hésitent pas à déposer des plaintes à tort et à travers. J'ai un exemple comme ça qui me vient en tête. Une fois, il y a un médecin qui vient nous voir, Gérard Chamelin et moi, pour nous expliquer qu'il est poursuivi par une mère de famille qui a déposé plainte contre lui au motif que cette dame se rendait à son cabinet, était dans la salle d'attente avec son enfant qui était un peu turbulent dans la salle d'attente, au point que le médecin sort de la salle de consultation pour inviter la dame à faire taire son fils, qui était trop bruyant. La mère de famille a déposé plainte contre ce médecin au motif qu'elle avait été humiliée d'être rappelée à l'ordre comme ça devant d'autres patients. C'est pour ça que je vous ai malheureusement, c'est assez simple, il suffit d'écrire au Conseil de l'ordre pour dire bonjour monsieur le président du Conseil de l'ordre, je ne suis pas content contre tel médecin pour telle et telle raison, je dépose plainte contre lui, point. C'est malheureusement aussi simple que ça. Bien sûr, c'est pas parce qu'il y a une plainte que cette plainte est fondée, c'est pas parce qu'il y a une plainte que cette plainte aboutira. Et ça, c'est notre travail de faire en sorte qu'elle est rejetée lorsque le médecin ou l'autre professionnel de santé vient nous consulter pour assurer sa défense. Ah, Kelly rit. Ah, est-il interdit de coucher avec son pharmacien? No comment. D'accord. Question d'un internaute en direct. C'est drôle, j'imagine de qui il peut s'agir. J'ai un ami qui est susceptible de se connecter, qui n'est pas encore marié, mais ça arrivera un jour avec une pharmacienne. Alors, il est évident que la question ne se pose même pas si on n'est pas patient de ce pharmacien, et à ma connaissance, il n'y a aucune règle qui l'interdit. Alors, sauf bien sûr, il y a toujours des exceptions, on est en droit, s'il est révélé que cette relation est consécutive à une manipulation, à un abus d'autorité ou autre chose. Évidemment, on pourra toujours chipoter pour expliquer que dans telle situation, ça relève d'une infraction pénale, mais en tout cas, en principe, il n'y a pas... En principe, sur le plan déontologique, en principe, je ne pense pas qu'il y ait de difficulté particulière. Ça dépend du contexte, mais il n'y a pas de principe d'interdiction à ma connaissance. Alors, c'est pour toi. Est-ce que si j'ai un diplôme de chirurgien-dentiste, suis bien. Oui. Est-ce que si j'ai un diplôme de chirurgien-dentiste espagnol, oui, je peux demander mon inscription à l'ordre en France? Tout à fait. C'est même l'un des cas dans lequel le Conseil de l'ordre ne peut remettre en cause la validité ou la qualité du diplôme que vous présentez pour être inscrit. S'il s'agit d'un diplôme européen, c'est le cas en l'espèce, le Conseil de l'ordre est tenu ne peut pas remettre en cause ce diplôme. La seule chose qu'il peut faire s'il doute de l'authenticité, c'est de s'adresser aux autorités espagnoles pour vérifier son authenticité, mais à partir du moment où les autorités espagnoles attestent qu'il s'agit bien d'un diplôme que l'université a délivré, le Conseil de l'ordre doit en tenir compte. On parle ici de reconnaissance automatique et inconditionnelle. C'est le Conseil d'État qui utilise cette expression, même la Cour de justice. Donc on est bien dans le cas où il n'y a pas de débat. Ce diplôme espagnol, et c'est comme tous les diplômes qui sont délivrés par l'ensemble des États membres, ils imposent l'inscription sans contestation possible. Mais d'ailleurs, dans ce cas particulier, j'ai eu l'occasion d'intervenir dans un dossier devant le Conseil d'État, alors qui concerne plus particulièrement, apparemment, il y a un contentieux de masse s'agissant des personnes qui sont diplômées au sein de l'université Fernando Pessoa, je crois le nom. Fernando Pessoa. Vous avez les autorités ordinales, et quand je dis les autorités ordinales, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes, qui est objectivement de particulière mauvaise foi dans l'interprétation des dispositions légales et européennes, qui n'hésite pas à rejeter des demandes d'inscription en toute illégalité. Et vous avez plusieurs jurisprudences du Conseil d'État qui sanctionnent le Conseil de l'ordre des chirurgiens dentistes, qui, je l'espère, va modifier maintenant sa position. Mais en tout cas, c'est pas parce qu'un Conseil de l'ordre vous dit qu'il refuse votre inscription que ce Conseil de l'ordre a raison. Il ne faut pas hésiter à les consulter pour vérifier quelle est la réalité du droit et de vos droits dans votre situation. Elle est longue, celle-là.
Oui, elle est longue. J'ai porté plainte contre un dentiste qui, le jour de l'audience, est allé faire la bise à un membre de la chambre disciplinaire. Comme par hasard, j'ai perdu. Cette justice n'existe pas. Les dés sont pipés. Alors, c'est pas une question, du coup, c'est une affirmation. Alors, pour autant, j'ai vécu une situation comparable il y a assez longtemps. C'était devant un ordre de dentistes également. Donc, le plaignant n'est pas, en tout cas, le dentiste poursuivi n'est pas allé faire la bise au membre du conseil de l'ordre, aux membres de la chambre disciplinaire, mais pour autant, il allait leur serrer la main, dire, oh mon ami, comment vas-tu depuis, etc. Normalement, c'est juste interdit. Une juridiction disciplinaire est composée de conseillers ordinaux qui ont une obligation d'impartialité. Autrement dit, et c'est un principe évident, il n'y a pas besoin d'avoir fait 10 années de droit pour connaître ce principe, on ne peut pas être jugé par quelqu'un de partial. Il y a une obligation d'impartialité. Donc cette situation, évidemment, n'est pas seulement profondément injuste, elle est en plus parfaitement illégale. Et si vous êtes confronté à cette situation, il faut demander à ce que le ou les membres du Conseil de l'ordre qui ont salué l'une des parties au litige soient exclus de la composition de la formation de jugement. Et si en plus vous avez une décision défavorable alors que ces personnes sont restées, il faut former un recours pour obtenir l'annulation de cette décision. Mais c'est vrai de tout membre d'une juridiction aussi, un juge, ce serait la même situation. Oui, bien sûr, bien sûr. Après, les chambres disciplinaires sont des vraies juridictions. Ce sont, au terme de la définition européenne de la notion de tribunaux, ce sont des tribunaux. Eh bien, on voyage ce soir. Francine, j'espère que les règles sont pareilles, quel que soit le pays, parce que est-ce que si mon diplôme de chirurgien orthopédique a été reconnu en Roumanie... Ah, je t'ai oublié quelque chose. Ah, pardon, merci. Est-ce que si mon diplôme de chirurgien orthopédique syrien a été reconnu en Roumanie, je dois avoir exercé dans cet État membre avant de pouvoir exercer en France? T'as suivi? J'ai suivi. La question est discutée. Les pouvoirs publics français, eux, estiment qu'effectivement, il faut avoir exercé 3 ans dans l'État membre qui a reconnu le diplôme étranger pour pouvoir ensuite venir demander son autorisation d'exercice en France. Il l'érige même en condition de recevabilité. Il y a un article dans le Code de la santé publique qui a été réformé en 2017 et qui impose aux candidats à l'autorisation d'exercice de justifier de 3 ans dans cet État membre. Je vous dis, c'est discuté puisque ma position, moi, elle est totalement inverse. J'estime, et je vais vous justifier pourquoi je persiste dans cette position. C'est que, je vais y arriver, cette condition des 3 ans, si elle est inscrite dans le Code de la santé publique et dans la directive de 2005 qui a été transposée dans le Code de la santé publique, elle ne peut priver une personne qui veut changer d'État, dans l'Union européenne, qui veut venir travailler dans un autre État membre, use de sa liberté de circulation et d'établissement, libertés qui sont visées directement par le traité, et ce n'est pas parce qu'on ne rentre pas dans les conditions d'une directive qu'on va être privé de cette liberté de circuler. Et il y a un arrêt célèbre au sein du cabinet, mais pour que tous les professionnels de santé dans cette situation connaissent, c'est l'arrêt Oxman qui a été rendu par les cours de justice en 2000. C'est Maître Chemla qui était chargé de la défense d'un médecin argentin qui avait été reconnu en Espagne et que la France refusait d'autoriser sous prétexte que son diplôme de base était un diplôme argentin, même s'il avait spécialité en Espagne. Et la Cour de justice est venue nous dire qu'indépendamment des conditions qui étaient énoncées dans la directive pour se prévaloir de la reconnaissance mutuelle du diplôme, il y avait des cas dans lesquels, si on ne remplissait pas ces conditions, l'État qui était saisi de la demande devait néanmoins examiner cette demande et comparer les diplômes, regarder l'expérience et venir dire si les qualifications de ce médecin, les médecins qui sont dans cette situation, sont équivalentes à ce qui est exigé en France, de ceux qui poursuivent leurs études en France, ou s'il y a des différences qu'on appelle substantielles, dans quel cas on doit proposer,
l'autorisation peut être conditionnelle et conditionnée au passage d'épreuves de connaissances ou d'un stage qu'on appelle stage d'adaptation dans les établissements de santé pendant un certain temps, pour ensuite pouvoir repasser devant la commission et pouvoir délivrer l'autorisation. En tous les cas, le principe, c'est que si le CNG vous oppose cette condition des 3 ans et refuse d'examiner votre dossier, en tous les cas de l'envoyer à la commission pour qu'il soit examiné, c'est illégal. Et depuis cet arrêt-là, c'est pourquoi j'insiste et je persiste, la Cour de justice a très, très récemment réaffirmé le principe, et c'est important puisque l'arrêt de 2000 était fondé, est intervenu alors que c'était des anciennes directives, mais aujourd'hui l'arrêt de juillet 2021 intervient après l'édiction de la directive de 2005, dont on nous dit qu'elle a été transposée en droit interne, et d'où la nécessité de justifier les 3 ans. Et cette jurisprudence confirme tout à fait le principe de l'arrêt Haussmann. On ne peut être privé des droits qui nous permettent de circuler dans l'Europe, même si on ne remplit pas les conditions d'une directive. Une directive doit faciliter la reconnaissance des diplômes, mais elle ne peut pas priver une personne de son droit de circuler. Se prévaloir de tous les droits qui permettent cette circulation dans de bonnes conditions. Donc, non. Mais nécessairement, le CNG vous opposera un refus qu'il faudra nécessairement aller contester devant le juge administratif, que je peux vous aider à faire. Juste en t'écoutant, avant d'avoir la prochaine question, je repensais à autre chose qui n'a rien à voir. La question tout à l'heure sur le patient qui peut coucher avec son pharmacien ou avec sa pharmacienne, ça n'a rien à voir avec ce que tu disais. Non, mais je repense à ça parce qu'en fait, on a un dossier. La réponse que je vous ai apportée tout à l'heure est très valable pour les pharmaciens. Pour les médecins, c'est différent. Il y a pour l'instant une jurisprudence qu'on combat. On a un dossier. Quoi ? Et les dentistes. Qui est dentiste ? Mais non, tu dis les médecins, donc je te demande si c'est aussi pour les Oui, dentistes. mais j'ai un dossier concernant un médecin à qui il est reproché d'avoir eu une relation de cette nature avec une patiente qui, comme par hasard, au moment où elle s'est fait attraper par son mari, a fait croire qu'elle n'était pas consentante, plusieurs années après. Ce médecin a été condamné en première instance. On le conteste à hauteur d'appel, puisqu'on considère qu'il n'existe pas d'interdiction de principe. Mais il semblerait que la jurisprudence soit un peu plus sévère pour les médecins. Pour les pharmaciens, je n'ai pas encore consulté de jurisprudence, et la déontologie de ce point de vue-là est différente, puisque nécessairement le pharmacien n'a pas vocation à recevoir les patients de façon isolée, ce qui n'est pas le cas du médecin, bien entendu. Désolé pour cette parenthèse, il y a peut-être d'autres questions. Mais ceci étant dit, c'était sérieux comme question. C'était important d'apporter cette précision. Pourquoi ne peut-on pas déposer une plainte devant le Conseil de l'Ordre des médecins pour un médecin du CHU? C'est pour toi. Alors, à mon avis, c'est contre un médecin du CHU, parce que, a priori, tout le monde... je vous disais tout à l'heure, c'est a priori plutôt facile de déposer une plainte contre un médecin, je vous disais malheureusement, etc. Je ne reviens pas là-dessus. Il y a une exception. Ça concerne les médecins chargés d'une mission de service public. Si vous souhaitez poursuivre devant le Conseil de l'Ordre un médecin chargé d'une mission de service public pour des faits qui ont été commis pendant l'exercice de cette mission de service public, le Conseil de l'Ordre est susceptible de rejeter votre plainte. Je vous explique. Seules quelques autorités, notamment le procureur de la République, le président du Conseil national, le préfet, etc., il y a quelques autorités, il y en a 5 ou 6, ont le pouvoir de déposer une plainte disciplinaire contre ces médecins chargés de mission de service public, par exemple un praticien hospitalier. Si vous déposez une plainte, le Conseil de l'Ordre pourra organiser, s'il veut, une conciliation, mais il n'est pas obligé, et de toute façon, il ne pourra pas donner suite à votre plainte. La seule chose que le Conseil de l'Ordre pourra faire, c'est constater le signalement que vous faites et dire « Ah oui, c'est vraiment pas normal ce qu'il a fait ce médecin, on va nous-mêmes le poursuivre ». Et dans ce cas-là, ce n'est pas vous qui poursuivez, c'est le Conseil de l'Ordre. À mon avis, je pense que c'était le sens de la question.
Si ce n'est pas le cas, vous pouvez bien sûr Donc le la Conseil de préciser. l'ordre, Donc, lui, il peut informer d'une plainte, il peut déposer plainte. bien sûr, lui-même. bien sûr. D'ailleurs, si vous ne voulez pas, si vous avez un problème avec un professionnel de santé et que vous ne voulez pas vous-même assumer une procédure, parce que ça peut être long, ça peut être coûteux, c'est prenant psychologiquement, vous pouvez écrire au Conseil de l'ordre en disant voilà, ce que je vous écris là, c'est pas une plainte, c'est juste un signalement. Je vous signale que j'ai rencontré telle difficulté avec tel praticien. Après, vous en faites ce que vous voulez. Et le Conseil de l'ordre, lui, a le pouvoir de déposer plainte contre le professionnel de santé. Et la règle est applicable. Depuis tout à l'heure, on parle des médecins, chirurgiens, dentistes, etc. En principe, tout ce qu'on vous dit est applicable pour tous les professionnels de santé humaine. Je précise bien de santé humaine parce que pour les vétérinaires, il y a pas mal d'exceptions, puisque ce sont d'autres règles qui s'appliquent. Peut-on renvoyer un médecin incompétent sur les bancs de la faculté? Oh, ben, c'est pas très gentil ça. Un médecin incompétent sur les bancs de la faculté. Bah, il me semble que oui. Enfin, on peut. Bon, Si on dénonce les incompétences, on ne peut pas le suspendre. on va reformuler sur un ton politiquement correct. Si un médecin semble présenter des difficultés de compétences professionnelles, y a-t-il quelque chose à faire? Si la question était posée comme ça, la réponse est oui. Là encore, il faut s'adresser au Conseil de l'ordre. Il faut écrire au Conseil de l'ordre, voilà, je rencontre telle difficulté avec tel médecin, franchement, je doute de ses compétences professionnelles. Le Conseil de l'ordre, le Conseil départemental de l'ordre, a le pouvoir d'engager une procédure avec une expertise pour vérifier si le médecin présente ses aptitudes professionnelles. Et en fonction du résultat de cette expertise, si le Conseil de l'ordre constate que le médecin est incompétent, en tout cas si les résultats de cette expertise sont défavorables au médecin, je suis agressé par une mouche, si les résultats de cette expertise sont défavorables au médecin, le Conseil de l'ordre a le pouvoir de suspendre le médecin de son droit d'exercer. C'est quand même grave comme procédure. Hein. Le praticien dont on suppose qu'il présente un défaut dans sa formation peut être suspendu de son droit d'exercer pour une durée déterminée par le Conseil de l'ordre. Et le Conseil de l'ordre imposera à ce médecin, cette infirmière, ce chirurgien dentiste, ce pharmacien, peu importe, lui imposera de réaliser une formation pour corriger ce qui lui est reproché. Mais c'est la même chose pour si c'est dû à un état de santé, non? C'est un peu la même procédure. Alors, tu as raison de le souligner parce que là, l'hypothèse, c'est l'incompétence professionnelle. Il y a une procédure qui est complètement comparable s'agissant des professionnels de santé qui présentent eux-mêmes un état de santé qui n'est plus compatible avec l'exercice de leur fonction. Peut avoir une incidence sur leurs compétences. Ben, c'est exactement le cas. C'est pareil. Bon, après, si c'est pour l'état de santé, c'est l'autre procédure qui est engagée, mais c'est les mêmes règles. C'est les mêmes règles. Il y a une expertise qui est engagée. Ça concerne notamment des cas de dépendance à l'alcool ou alors de l'exercice de la profession à un âge avancé. Là, le Conseil de l'ordre, c'est pareil. Hein, s'il est informé qu'un médecin a une attitude, a un état de santé qui ne lui permet pas de réaliser correctement son travail, il peut organiser une expertise et il peut le suspendre de son droit d'exercer jusqu'à ce que le médecin soit en mesure de présenter des conditions médicales lui permettant d'exercer correctement ses fonctions. C'est pour toi, Francine, j'ai un diplôme belge, je le fais mal, hein, mais j'ai suivi une partie de mes études aux États-Unis. Dois-je obtenir une autorisation d'exercice avant de pouvoir m'inscrire à l'ordre des médecins en France? On t'en pose d'école à toi. Tu as la réponse à ça? J'ai un diplôme belge, mais j'ai suivi une partie de mes études aux États-Unis. Je ne vais pas faire d'accent aux États-Unis. Hein. Dois-je obtenir une autorisation d'exercice avant de pouvoir m'inscrire à l'ordre des médecins en France? Bah, attention, il faut toujours avoir une autorisation d'exercice. Non. Ah bon? Bah, mais c'est là deux cas de figure. Soit on a un diplôme, j'ai dû répondre à cette question-là, je ne sais plus laquelle c'était, on a un diplôme qui est délivré par l'Union, enfin, dans un État membre de l'Union européenne, et là c'est le système de reconnaissance automatique, ou on a un diplôme délivré hors Union européenne qui a été reconnu dans un État membre de l'Union européenne, et c'est ce qu'on appelle le système de comparaison équivalence. On examine les compétences, les qualifications professionnelles, et c'est là qu'il faut une autorisation d'exercice. C'est soit l'ordre nous inscrit directement, ou il nous a inscrit sous réserve d'une autorisation si notre diplôme
est un diplôme qui était délivré dans un État qui n'est pas membre, mais qui était reconnu dans un autre État membre. C'est très compliqué. Mais là, notre médecin belge, bon, médecin ou chirurgien dentiste, il a un diplôme belge. Attends, Donc, c'est même pas d'où il été- vient, il dit qu'il a un diplôme belge. Ça se trouve, il vient de Suisse, hein, j'en sais rien. Oui, mais on a dit que la nationalité n'avait pas d'importance Oui. tout à l'heure. Oui. Il a circulé s'il vient de Suisse. Non, mais ce que je voulais dire Donc, tout à l'heure, il c'est est que de toute belge. façon, il faut être inscrit au Conseil de l'Ordre pour pouvoir exercer en principe. Oui, mais Mais soit on peut c'est- s'inscrire oui. directement avec son Oui, oui. diplôme, comme nous on sort de Mm. la. Enfin, nous, les médecins à l'issue ou les chirurgiens dentistes à l'issue de leur formation se voient livrer un diplôme de médecin, de chirurgien dentiste, et sur la base de ce diplôme vont s'inscrire à l'ordre. Il y en a qui ont des diplômes et qui doivent passer par une autorisation d'exercice, et c'est le cas de ceux qui ont un diplôme qui n'est pas français et qui n'est pas européen. Donc là, nous avons, cas particulier, un Belge, mais il a un diplôme européen. On soupçonne la réponse, mais il a quand même fait une partie de ses études aux États-Unis. Donc c'est la question de savoir si, pour que le diplôme soit reconnu automatiquement, tout le cursus, toute la formation doit être suivie aussi dans un État membre, ou si une partie de cette formation peut être suivie à l'étranger. Le principe s'applique. On a un diplôme européen, on peut s'inscrire directement, il n'y a pas besoin de passer par une autorisation d'exercice ministérielle. Peu importe qu'on ait passé, qu'on ait suivi de façon prépondérante ses études à l'étranger. J'ai eu le cas récemment d'une dentiste qui avait un diplôme mexicain et qui a poursuivi ses études en Espagne. Donc l'Espagne a validé une partie de sa formation mexicaine, mais à l'issue, elle a repris ses études, et à l'issue de ces nouvelles ou du complément d'études en Espagne, elle a pu obtenir un diplôme espagnol qui a été admis devant le Conseil de l'Ordre, après une procédure devant le Conseil régional, mais finalement le Conseil national a autorisé, a inscrit cette personne sans qu'elle ait eu besoin d'une autorisation d'exercice. Alors, petite astuce pour ceux petite astuce, ou conseil pour ceux qui peuvent avoir cette difficulté, avant d'arriver devant le Conseil national, en tous les cas, si on leur oppose au moment de l'inscription devant le Conseil départemental un refus d'inscription parce qu'il faut une autorisation d'exercice, que vous allez chercher conseil auprès d'un avocat et qu'on dit qu'il y a quand même une chance que pour que vous puissiez être inscrit directement, c'est de mener à la fois une procédure, et ça, M. Callot vous en parlera peut-être plus, de la procédure devant le conseil, la procédure, on demande son inscription, on nous la refuse, ensuite on saisit le conseil régional, et si le conseil régional ne nous donne toujours pas raison, on va devant le conseil national. Et ça peut durer quand même quelques mois. Et si le Conseil national, au bout du bout, ne nous donne pas raison, il faut qu'on aille devant le ministère de la Santé ou le CNG pour demander l'autorisation d'exercice. Donc, ce sont deux procédures qu'il faut mener en parallèle pour ne pas perdre de temps au niveau de l'autorisation d'exercice. Et si le Conseil national, finalement, nous inscrit, on se désistera de la procédure qui est menée devant le tribunal administratif contre... je présage le refus du CNG, parce que lui aussi, dans de telles situations, il rechigne à autoriser les personnes, ou au moins à les inscrire au rôle ou à une séance de la commission d'autorisation d'exercice. Et ça correspond au cas que j'ai eu à traiter il y a quelques mois à ce sujet. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, parce que je parle. Enfin, Non, mais j'ai hâte de la question. diplôme belge, espagnol, portugais. Non, mais on t'en pose d'école, hein. Diplôme belge, nationalité, je ne sais quoi. On s'en j'exerce. moque. Mais la nationalité, c'est pas... Bon. Est-il normal que le Conseil de l'Ordre des pharmaciens me poursuive pour des faits qui concernent ma vie privée? Alors, ça sent le vécu, donc en ce qui concerne la personne, j'en sais rien si c'est normal ou pas. Est-ce que juridiquement c'est justifié? Oui. Alors ça concerne toutes les professions libérales d'ailleurs. Dès lors que l'on est inscrit à un Conseil de l'Ordre et que l'on a prêté serment,
on est susceptible d'être poursuivi pour des comportements que l'on a adoptés dans la sphère de son intimité privée, si ces comportements sont de nature à porter atteinte à la profession. Il y a beaucoup de jurisprudence à cet égard sur des cas de violence conjugale, par exemple. Et quelle que soit votre profession libérale, et alors là, même au-delà des professions libérales de santé, c'est la même chose pour les avocats, les notaires, etc. Votre appartenance à un conseil de l'ordre vous oblige. Tu as raison, c'est également le cas pour les fonctionnaires. Il y a beaucoup de jurisprudence aussi là-dessus. Tout ça, ça vous oblige. Et les autorités ordinales ont le pouvoir, et parfois j'aurais tendance à dire même le devoir, d'intervenir pour manifester l'opposition de la collectivité professionnelle face au comportement répréhensible qui a été adopté. Après, bien sûr, ça dépend des cas particuliers. Non, on va pas assassiner une mouche en direct. Allez, énervant. Il nous reste quelques questions. Je sais pas, il nous reste combien de temps? On a fait 30 minutes. Bon, allez, une dernière pour la route. Pas une colle, hein. Pas une colle. Ça, c'est facile. Puis-je être condamné... Comment tu sais que c'est facile? Je sais pas. Parce que comme je l'ai dit, je la comprends. Puis-je être condamné à des dommages et intérêts par un conseil de l'ordre? Faut reformuler la question parce que, alors, à mon avis, la personne fait référence à une chambre disciplinaire. En fait, quand on dit conseil de l'ordre, c'est l'administration. C'est le conseil départemental de l'ordre des médecins ou d'une autre profession. Ça peut être le conseil régional, ça peut être le conseil national. Ces structures sont à distinguer des chambres disciplinaires. Les chambres disciplinaires, je vous ai dit tout à l'heure, c'est des juridictions à part entière. Juridiquement, le conseil de l'ordre, c'est autre chose que la chambre disciplinaire. Le conseil régional de l'ordre des médecins, c'est autre chose que la chambre disciplinaire régionale de l'ordre des médecins. Donc, à mon avis, la question, c'est quelqu'un qui est poursuivi devant la chambre disciplinaire, peut-il être condamné par la chambre disciplinaire à verser des dommages et intérêts à la personne qui l'a poursuivi? À mon avis, c'est comme ça que je prends la question. Si la question va dans ce sens, la réponse est une réponse de juriste. Ça dépend. En principe, non. En principe, le juge disciplinaire n'est là que pour appliquer le code de déontologie et les sanctions qui sont prévues par le code de déontologie. Pour la plupart des professions libérales de santé, libérales ou pas d'ailleurs, pour la plupart des professions de santé, les sanctions qui sont proposées vont de l'avertissement à la radiation. En tout cas, il n'y a pas, en principe, de sanctions pécuniaires. Pas devant les chambres disciplinaires, en tout cas, il n'y a pas de sanctions pécuniaires. Donc la réponse, a priori, est non, sauf dans deux cas. Le premier cas, c'est dans le cadre de recours abusif, mais là, ce n'est pas le médecin poursuivi qui s'expose à ça, c'est celui qui poursuit. Si la chambre disciplinaire considère que le plaignant a fait un recours pour pas grand-chose, un recours qui ne servait à rien, par exemple, je parlais tout à l'heure de la dame, alors pour ceux qui n'étaient pas là, vous ne savez pas, mais je ne vais pas répéter, vous regarderez la rediffusion, pour la dame qui a porté plainte parce qu'elle n'était pas contente que le médecin demandait à son fils de se taire dans la salle d'attente, elle avait toutes les chances de se prendre, ça lui avait poursuivi sa procédure, une amende pour recours abusif. Et dans le cas d'une amende pour recours abusif, le praticien poursuivi peut demander une indemnisation, donc des dommages et intérêts pour procédure abusive. Ça, c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, si en plus, on va prendre toujours la même dame, si cette dame a la très mauvaise idée dans ses observations écrites, parce que la procédure est écrite, si elle écrit au tribunal, elle profère des injures contre le médecin, alors je ne vais pas vous donner d'exemple, vous savez tout ce qu'est une injure, si elle profère des injures contre le médecin ou si elle tient des propos clairement diffamatoires, le médecin pourra en plus demander à ce qu'elle soit condamnée à des dommages et intérêts pour diffamation ou injure. Mais ce sont vraiment des cas très résiduels. Le principe à retenir, c'est que normalement, devant un conseil de l'ordre, de toute façon, la personne poursuivie n'est pas condamnée à des dommages et intérêts, sauf si elle a été auteure, dans le cadre de ses écritures, d'injures ou de faits diffamatoires, mais ce sont des hypothèses extrêmement restreintes. La seule sanction pécuniaire, et encore, ce n'est pas véritablement une sanction, la seule somme d'argent à laquelle vous pouvez être condamné devant une chambre disciplinaire, c'est la prise en charge d'une partie des frais d'avocat de la partie adverse lorsque vous perdez. Mais en principe, c'est tout.
Voilà. Ah bah oui, j'attendais la prochaine question, mais on a dit qu'on s'arrêtait là. Il y a Donc plus de questions. je suis vraiment désolé pour ceux qui ont posé des questions et qui n'ont peut-être pas eu de réponse, parce qu'on a un succès formidable, écoutez, et du coup on n'a pas l'opportunité. C'est pas comme si on faisait un filtre et on faisait en sorte de ne pas répondre aux questions auxquelles on n'a pas la réponse. On ne ferait jamais ça, vous imaginez bien. C'est juste une question de temps. Donc désolé pour eux, mais vous pouvez continuer à poser vos questions. Si on a la réponse, on ne manquera pas de vous répondre. En tout cas, merci d'avoir été présent et n'hésitez pas à revenir pour d'autres prochains lives avec l'un de nos associés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.